qu'est-ce que c'est que le surmoi? Bon, évidemment. Alors, quand j'ai lu les textes de Freud, j'ai lu, bon, j'ai ajouté un mot là-dessus, puis je m'arrête. Bon, Oui. je vous laisse parler. Bon, j'ai lu les textes de Freud de la conjoncture 1900. Depuis, j'ai élargi un peu Moment les du choses. Je continue là-dedans. transindividuel. C'est Hein, ça comment? ce que tu appelles le moment du transindividuel chez Freud. Oui, oui, mais ça c'est parce que l'idée du transindividuel venait d'ailleurs. Je vais venir au Oui, transindividuel, laissons-le oui, de côté pour une seconde. d'accord, Restons à la terminologie de Freud lui-même. d'accord. Bon, bien qu'ils le disent presque, hein, bon, le mot transindividuel est une fois chez Lacan et puis une ou deux fois. Plusieurs fois chez Lacan, mais pas comme Plusieurs concept. fois, oui, plusieurs fois. Ouais. On a fait une généalogie. Il existe un volume en italien que j'ai fait avec mon copain Vittorio Morfino. Il y a même un en grec, mais celui-là, je ne peux pas le lire ni le recommander, dans lequel il y a un ou deux textes, je pense que Soraya connaît ça, bon, qui essayent de faire une petite généalogie de l'introduction du terme transindividuel dans la philosophie française des années d'après-guerre. Bon, donc c'est Simondon, etc. Simondon, mais il y en a d'autres qui sont très intéressants aussi. Il y a Lucien Goldman, qui est un Ah oui, personnage ah oui. qu'il ne faut jamais oublier, qui est très intéressant. Et puis, il y a aussi évidemment Lacan dans quelques passages des écrits et probablement aussi Ouais. Mais c'est pas un concept chez Lacan. ailleurs. Hein, ailleurs. Bon. Mais ce qui, chez Freud, évidemment, me semble appeler une formulation de ce genre, c'est centralement le texte psychologie des masses et analyse Oui, du moi. Bon, oui. et parce que le texte commence par une, 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 une déclaration de principe, hein, bon, qui est pour comprendre comment fonctionnent les mouvements de masse et surtout les institutions dont ces mouvements de masse, de panique, il n'était pas très révolutionnaire, hein, Freud, c'est le moins qu'on Non. puisse dire, hein, bon, sont en quelque sorte le danger interne et la menace de dissolution. Il faut résolument renoncer à l'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie collective. Hein. Donc il faut sortir du dilemme de la psychologie et de la sociologie. Bon, alors évidemment, j'ai essayé de mettre ça en rapport avec d'autres gestes théoriques dans l'histoire de la philosophie, chez Spinoza ou chez Marx ou d'autres, etc., qui me semblent reposer sur le même Oui. double négation. Mais ça ne délivre pas ipso facto une figure justement autonome qui soit. Et chez Freud, les choses ont tendance me semble-t-il, dans le texte lui-même, à retomber soit du côté de la psychologie individuelle ou de l'inconscient individuel, soit du côté, alors ça c'est évidemment ce dont il se garait le plus parce qu'il avait en Jung et quelques autres des repoussoirs, mais de l'inconscient collectif ou de l'inconscient de groupe. Mais l'élément qu'il donne au début de Psychologie des masses pour justifier ce double rejet, c'est celui qui consiste à dire que dès le début, la psychologie, et il emploie le terme psychologie, je pense, ou en tout cas, ou le psychisme, hein, le psychisme de l'individu est toujours déjà en fait une relation, hein, à d'autres psychismes qui ne lui sont pas extérieurs, mais qui en sont constitutifs. Donc, c'est le triangle édipien. Et alors, à ce moment-là, il s'embarque dans une direction qui consiste à dire, vous savez, c'est la famille. Hein, c'est la famille. Bon. Alors moi, je ne suis pas contre l'idée que la cristallisation ou la matérialisation, en quelque sorte, du caractère transindividuel du psychisme soit par excellence ce que Lacan appellera plus tard le complexe familial ou les complexes familiaux. Mais il me semblait que ce que Freud faisait dans la suite du texte, c'était pas purement
et simplement. Ça, c'est de la psychanalyse pour les nuls, ou c'est enfin, je pense que c'est de la mauvaise psychanalyse, de dire, vous voyez bien que l'Église, l'armée, l'État, de proche en proche, toutes les institutions collectives, ça fonctionne comme des familles, où c'est proche, c'est une sorte d'extension progressive des complexes familiaux. Il me semblait que c'était plutôt une façon de dire que la psychanalyse n'était qu'un exemple premier, on pourrait dire, ou un point de départ, mais qu'il fallait ajouter ensuite tout un réseau, tout un système d'autres institutions qui sont étroitement entrelacées ou imbriquées avec la vie psychique inconsciente de l'individu, de la même façon que la famille, ou peut-être pour d'autres raisons. Bon, alors à ce moment-là, on débouchait sur, bon, tu m'arrêtes si je bavarde trop, mais on débouchait sur ce qui m'avait toujours semblé, sur deux choses qui m'ont toujours fasciné dans le texte de Psy. Alors, parenthèse, évidemment, ça recommence quand on lit le texte sur le surmoi, parce que le moi et le ça, parce que Freud recommence à proposer de temps en temps des petites genèses empirico-psychologiques en disant, vous savez, d'où est-ce qu'il vient le surmoi? Il vient de l'intériorisation des rapports que le petit enfant a entretenus avec ses parents. Donc, et puis en particulier, ce qui est typique, alors évidemment, ça c'est très très intéressant, c'est le double bind, c'est-à-dire son papa dit au petit garçon, c'est toujours le petit garçon, hein, ou c'est principalement le petit garçon. Bon. Son papa dit au petit garçon, fais ce que je te dis, mais ne fais pas comme moi. Bon, ne sois pas moi tout en étant moi. Bon. Et alors, ensuite, il ajoute quelques autres figures, c'est tous les débats de l'époque, et qui continuent aujourd'hui, sur les représentants de l'autorité. Bon, alors il dit, si je me souviens bien, il y a le père, il y a les parents, il dit les parents, là il dit au pluriel, il y a les parents, il y a les profs, hein, l'erreur, et puis il y a une troisième figure d'autorité, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié laquelle. Bon, donc on a l'impression, alors ça c'est peut-être à tort, enfin en tout cas il me semble quand même que j'avais compris quelque chose un petit peu de Lacan et même d'Althusser au départ, c'est de genre de genèse empirique qui à la fois n'explique rien, parce qu'elle n'explique que si tu présupposes la structure qui existe déjà, et puis qui en plus en réalité défigure ou abolissent l'idée de l'inconscient. Si tu dis c'est toujours encore les parents, hein, c'est toujours encore le surmoi, ça sera toujours encore les parents, ou ça sera toujours encore les profs. Ils sont là quelque part dans la tête. Hein, ils sont là quelque part. T'as oublié que ça vient d'eux, mais eux, ils n'ont pas oublié. Ils continuent de gouverner ton existence. Il n'y a pas de, il y a rien qui soit spécial. C'est de la psychologie empirique. Mais alors, dans la suite du texte de Psychologie des masses, il y a deux éléments qui m'ont toujours paru extraordinaires, absolument fascinants. Bon, le premier, c'est le graphe. Oui. Il n'y a que 3 graphes dans toute l'œuvre de Freud, à moins que je dise des bêtises. Non. Il y a celui de la science des rêves. L'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, oui. Ouais. La science des rêves. Bon. Non, mais c'est un autre. Il y a un autre livre de Freud qui s'appelle La science des rêves. Ah bon, d'accord. Et puis il y a alors évidemment il y a l'œuf là des nouvelles conférences sur la psychanalyse. Bon. Et puis il y a celui du chapitre sur l'identification au centre de psychologie des masses et analyse du moi. Bon, alors celui ce graphe est extraordinaire si on a pour toutes sortes de raisons. Bon, premièrement. Il articule deux identifications, pas une seule. Bon. L'identification de tous les sujets ou de tous les moi à leur idéal du moi commun,
Bon, et l'identification des sujets entre eux. Donc, il construit un système de médiation qui possède exactement les mêmes propriétés que certaines des grandes constructions de la philosophie politique classique, les théories du contrat social. Les individus deviennent des concitoyens les uns des autres, ou sont identifiés comme les membres d'une même communauté, dans la mesure où ils entretiennent tous le même rapport avec la figure du souverain, qui est à certains égards, évidemment, purement et simplement la projection de leur propre volonté, dit Rousseau ou Hobbes, mais on pourrait aussi dire désir. Bon. Et l'autre caractéristique qui m'a toujours semblé frappante, alors évidemment, en plus, elle met en jeu la disposition spatiale du graphe. Hein, bon. C'est que tu as toutes les lignes, tu as les lignes horizontales. Et puis, bon, je pense qu'on l'a tous devant les yeux. Bon. Et puis, à droite, il y a la convergence en pointillé vers le X. Hein, vers le X. Hein, l'objet commun. Hein, l'objet commun. Et puis ensuite, il y a les flèches de rétroaction qui renvoie de cet objet commun situé à droite vers l'idéal du moi qui est pour chacun d'entre eux placé à gauche. Bon, alors ça confère évidemment une espèce de, comme je le disais à l'instant, une espèce de fonction souveraine à l'objet X en question. Sauf qu'au lieu qu'il soit placé en haut, au-dessus, le schéma est disposé ou est basculé en quelque sorte à l'horizontale, de façon à souligner, il me semble, à insister plutôt sur le parallélisme, entre les processus simultanés de dissociation du moi et de l'idéal du moi. Alors naturellement, cet idéal du moi, c'est pas le surmoi, je ne sais pas, bon, peut-être que ça le deviendra, mais pour l'instant, ça l'est pas. Bon, ce qui a pour conséquence qu'on peut considérer, il me semble que c'est un structuralisme très lambda, très élémentaire, qu'il n'y a pas de priori, si tu veux, il n'y a pas d'abord des moi, hein, bon, quel que soit le référent qu'on assigne à ces termes, qui à un certain moment décideraient, entre guillemets, de mettre en commun leurs objets, de telle façon que pour chacun d'entre eux, l'idéal du moi se trouve être le même. Hein, bon, il y a... non, ça c'est impossible freudianement, hein, parce que absolument, est inconsciente. Absolument. Donc, si tu veux, la disjonction, la tension, peut-être même la Spaltung, en tout cas le problème d'ajustement du moi et de l'idéal du moi est toujours déjà là, hein, du fait de cette collectivisation, ou de cette trans-individualisation, si tu veux, au moment où on peut commencer à parler du moi. Hein. Bon, autrement dit, le graphe de Freud montre que le moi a toujours déjà un double. Hein. Ce n'est pas qu'à un moment donné, parce qu'ils vont se mettre à former ils acquerront un double. Hein, ils acquerront un double. Le moi a toujours déjà un double. Hein. Bon, alors évidemment, ce qui est très étrange, c'est que les textes de Freud dans cette période, et moi je suis très sensible, c'est à la fois Canguilhem, Derrida, etc., bon, à la façon dont les auteurs écrivent, c'est-à-dire aux mots dont ils se servent et aux mots dont ils ne se servent pas. Hein. Donc, ce qui me frappe, c'est que dans Psychologie des masses et Analyse du moi, il y a l'idéal du moi, mais il n'y a pas le surmoi. Hein, je vois. Bon. Et d'autre part, c'est un an après le texte sur la pulsion de mort. Alors, on peut être tenté de la voir partout, à tous les coins de rue dans cette affaire, mais le fait est qu'elle a été mise complètement de côté. Hein, je veux dire, c'est vraiment une cause absente. Bon, alors, laissons la pulsion de mort, mais pour ce qui est du passage de la problématique de l'identification à la problématique du surmoi, évidemment, j'ai inventé
ma petite généalogie d'épistémologie historique. J'ai dit, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Freud a écrit ce texte, bon, et puis il l'a collé entre les mains de son copain, de son jeune ami, le grand juriste et théoricien politique Hans Kelsen, qui lui a dit, je trouve ça vachement bien, parce que, en particulier, c'est pas du Durkheim, c'est pas, etc., c'est pas de la psychosociologie. C'est pas le bon. Hein, bon, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, cher docteur Freud, c'est que vous faites que vous ignorez l'existence du droit. Hein, et dans la mesure où vous ignorez l'existence du droit, vous ignorez l'existence de cette corrélation que moi, Kelsen, je mets au centre de ma problématique, et ça c'est vraiment le cœur du positivisme juridique, entre la force répressive, enfin, entre la force de l'État et la normativité ou l'obligation de la loi. Ce qui, dans ma tête, a immédiatement résonné avec le fait, qui venait peut-être d'Althusser, etc., que Freud veut absolument parler de l'armée et de l'Église, il veut les mettre ensemble, il en fait les deux volets au fond d'une seule et même grande structure institutionnelle de l'identification, mais il ne prononce jamais le mot d'État. Hein. Oui, alors qu'évidemment, si tu prends ensemble l'armée et l'Église, ben c'est quoi l'armée plus l'Église? C'est l'État. Hein, en tout cas, c'est bon. Alors, je me suis dit, c'est l'intervention c'est l'intervention de Kelsen qui l'a forcé, d'une certaine façon, à faire entrer dans son schéma une question que, pour des raisons à discuter, éventuellement, il tenait absolument à mettre à l'écart. Et d'ailleurs, ce n'est pas très, très difficile à comprendre, parce que l'armée et l'Église, pour Freud, je ne dis pas que c'est le mal, hein, je ne dis pas que c'est le mal, mais c'est certainement des structures dont il serait souhaitable qu'on puisse se débarrasser, alors que l'État, ce n'est pas du tout le cas, c'est surtout pas pour un libéral comme lui, évidemment. Et puis en plus, les révolutionnaires russes sont à la porte, il n'a pas du tout envie de les voir prendre le pouvoir. Hein, bon, donc, alors moi, ce n'est pas à moi de dire si l'invention du surmoi se substitue d'une façon ou d'une autre, ou représente, hein, est-ce que c'est une sorte de Vorstellungsrepräsentanz de la question refoulée de l'État, mais il y a quand même quelque chose là qui se joue, et que peut-être Lacan a explicité, je ne sais pas. Bon, alors la dernière chose que je voudrais ajouter, si vous me permettez, hein, c'est vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, bien sûr, à propos de psychologie des masses et analyse de moi, là je me retrouve un peu plus sur mon terrain philologique. Bon, c'est qu'il y a un autre passage de psychologie des masses et analyse du moi que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est le post-scriptum. Hein. C'est le post-scriptum qu'il ajoute à la fin. Bon. C'est étrange de voir quelqu'un qui, j'en suis pratiquement venu à me dire, au fond, il avait fini son bouquin et puis à ce moment-là, il a ajouté le truc qui était vraiment important. Bon. Et ce truc qui est vraiment important répond d'une certaine façon à la question qui avait été laissée ouverte au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une construction théorique qui permette de dépasser l'antithèse de la psychologie individuelle et de la psychologie collective, donc de l'individualité et du collectif, et qui par conséquent fasse surgir, pas seulement comme une idée abstraite, mais comme de façon opératoire, on pourrait presque dire, qu'on peut rattacher à la pratique, une ontologie ou une épistémologie de type transindividuel. Alors, je trouve que dans le postscript, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il construit un tableau. Hein, il construit un tableau. C'est un tableau de ce qu'il appelle les Massenbildungen, les formations de masse. Alors évidemment, j'ai beau vouloir écarter Lacan toujours le plus possible parce que je ne le comprends pas. L'un des textes de Lacan qui nous avait nourris, par lequel on avait commencé, et il n'était pas publié à l'époque comme séminaire, mais il y avait un résumé, c'était les formations de l'inconscient. Bon. Donc je me suis dit, au fond, ce que Freud fait ici, c'est de construire l'idée de formation collective ou de formation de masse comme des formations de l'inconscient, puisqu'elles reposent toutes sur une modalité ou une autre de réalisation ou de mise en œuvre du processus de l'identification. Processus de l'identification.
Bon, Freud ne se gare pas toujours de la petite psychologie, hein. Et puis elle est douteuse quelquefois, hein. L'un de ses meilleurs exemples, c'est vous voyez les filles qui sont toutes fanatiques du même chanteur, du même pianiste, elles ne peuvent pas s'empêcher de s'habiller les unes comme les autres, etc., etc. Il y a bon, mais quand même, fondamentalement, l'identification, ça relève pas de la conscience. Bon. Donc, ces formations de masse sont des formations de l'inconscient. Or, les formations de masse en question, il y en a 4, et on peut les disposer sur un petit tableau, ça fait une diagonale ou ça fait 2 diagonales, bon, qui est construit numériquement. Bon. D'un côté, il y a les formations à beaucoup. Hein, ça c'est les foules. C'est ce que les psychologues appelaient les foules. Alors la foule, ça commence à combien? De 3. Ça commence à 3. Bon, ça commence à 3 puisque le cas suivant, c'est les Massen zu zwei, les masses à 2. Alors, les masses à 2, c'est le cœur du schéma, évidemment. Bon, c'est le cœur du schéma, en particulier à cause du fait qu'il y a 2 masses, il y a 2 types de masses à 2. Bon, j'ai toujours eu une admiration sans borne, je ne sais pas si ça vous paraîtra naïf, mais pour les formulations dont Freud se sert. Il dit d'un côté, il y a les relations amoureuses. Bon, et les relations amoureuses sont fondamentalement caractérisées par la surestimation de l'objet, c'est-à-dire que c'est complètement unilatéral, naturellement, ça peut marcher dans les 2 sens, mais c'est déjà presque une façon de dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. Bon. Il y a ce qui caractérise les relations amoureuses, c'est que ce dont je suis amoureux, ce que j'aime, se trouve paré à mes yeux, et surtout de façon inconsciente, de qualité superlative et même inaccessible, etc., etc. Et puis d'autre part, alors ça entraîne l'adoration, jusqu'au jour où ça se casse la gueule, bien sûr. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a l'hypnose. Alors la définition de l'hypnose donnée par Freud dans ce texte ne peut qu'intéresser énormément un théoricien plus ou moins critique, formé en particulier à la tradition marxiste, etc., parce que c'est une définition de l'idéologie ou de quelque chose de central dans l'idéologie. Hein. Il dit, ce qui caractérise cette relation, c'est la délégation à quelqu'un d'autre de l'épreuve de réalité. Alors tu comprends bien que le type qui a passé toute sa vie au Parti communiste, il sait ce que c'est que la délégation, il sait ce que c'est que la délégation du principe de réalité. Hein, la délégation du principe de réalité, c'est ce qui fait que le parti a raison. C'est ce qui fait que le parti a toujours raison. Et même si et mieux encore, et là, l'althusserien est complètement pris au piège, c'est le parti n'a peut-être pas toujours raison, mais c'est parce que le parti est une réalisation de merde du vrai principe de la politique, qui est celui dont Lacan s'était moqué, la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. C'est-à-dire qu'il y a une théorie vraie ou une doctrine vraie. Hein. Naturellement, cette doctrine vraie, c'est la doctrine du Christ, ou c'est la doctrine du prolétariat, ou c'est la doctrine décoloniale, c'est tout ce que tu veux. Mais le principe fondamental, c'est qu'elle détient la clé de l'application de l'épreuve de réalité. C'est-à-dire, bon, ce qui est très frappant aussi dans la description du processus d'identification par Freud, c'est que les identifications ont l'air d'être toujours positives. Hein, le lien mimétique, si tu veux, ou de similitude, et donc de reconnaissance, voilà, de reconnaissance mutuelle qui se crée entre les individus qui appartiennent à la même institution ou à la même foule, etc. Bon, procède positivement du fait qu'ils ont choisi, entre guillemets, le même objet pour en faire le support d'un idéal du moi. Et il n'y a pas d'allusion directe
hein. Il n'y a pas d'allusion directe au fait que, qui devait pourtant obséder Freud, hein, que le lien de reconnaissance peut se fonder non pas sur le fait qu'on aime la même chose ou qu'on obéit au même chef ou au même principe, mais sur le fait qu'on a le même ennemi, hein, ou qu'on se fabrique le même objet de détestation. Hein, bon. Donc, et pourtant, ça, c'est la réalité. Hein, bon. Alors, on est obligé, on peut supposer que c'est latent chez Freud dans la mesure où il a renversé les discours à la Le Bon, etc., et dont il s'est énormément servi, bon, qui avaient tous pour objet les foules anarchiques et haineuses et menaçantes pour dire ce qui est assez subversif. Vous savez, c'est les institutions les plus respectables qui fonctionnent sur ce principe affectif. Bon. Mais en même temps, il a à chaque fois pris la précaution de montrer ou d'indiquer que ces institutions, et ça c'est l'impolitique au sens d'Esposito et d'autres, bon, sont tout sauf stables. Hein. En réalité, moi j'ai poussé un tout petit peu, j'ai dit, il me semble qu'il les décrit comme des mécanismes de défense contre leur propre dissolution, contre leur propre... bon. Et qu'est-ce que c'est que leur dissolution, puisqu'on parle de l'armée et de l'Église? Dans un cas, c'est la panique et vandale, etc. Bon. Et dans l'autre, c'est l'intolérance, l'exclusion des hérétiques, etc., etc. Bon. Donc, l'identification négative, elle n'est pas complètement absente, mais elle est quand même vraiment pas théorisée, elle est vraiment pas théorisée comme telle. Bon. Alors, est-ce que cette situation change? C'est ce que tu sembles suggérer, ou est-ce que cet élément est susceptible d'être incorporé à nouveau quand on remplace ou quand on complète, disons, la notion de l'idéal du moi par celle du surmoi? Je suis prêt à le croire. Hein, je suis prêt à le croire. Surtout si on associe très directement à l'idée du surmoi, ce que j'avais cru trouver chez Laplanche et aussi chez Green un peu. Bon, mais ils jouent tous les deux beaucoup avec ça. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un jeu, c'est par là que le surmoi se rattache à la question de la pulsion de mort. Il y a un jeu permanent ou une articulation permanente de l'autodestruction et de l'hétéro et de l'agressivité ou de l'agressivité envers l'autre. Alors il se dessine quelque chose comme une constellation. Il se dessine quelque chose comme une constellation qui permettrait en effet peut-être de tenir ensemble la question de l'identification et la question de l'ambivalence du souverain. Oui. Premièrement, il y a une difficulté. Au fond, moi, bon, comme tous les Français, j'allais dire, comme tous les Français de formation philosophique, etc., je suis imbu de Rousseau dans ma tête. Bon. Mais en même temps, justement, une lignée philosophique qui passe par Kant, Kelsen, Althusser était très, très pour ça, etc. J'ai aussi une idée, j'ai aussi l'idée que Rousseau, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui marche? Rousseau pense avoir obtenu, par la construction du contrat, etc., une adéquation parfaite entre l'idée de la démocratie, appelons-la comme ça, ce n'est pas son mot, mais enfin, peu importe, entre l'idée de la démocratie et l'idée de l'État, ou l'idée de l'État comme qui est essentiellement, bien entendu, l'instance de la législation. Donc ça marche parfaitement parce que d'un côté, démocratiquement,
c'est nous tous, la communauté des citoyens, et nous nous formons, nous nous constituons en corps de citoyens, justement par cette initiative commune, c'est nous qui faisons la loi. Donc, elle ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas elle ne vient même pas d'une... Elle ne vient même pas d'une fiction théologico-politique comme si chez le cas, comme c'est le cas chez Hobbes. Bon. Donc, c'est nous qui faisons la loi. Donc, en obéissant à la loi, nous n'obéissons jamais qu'à nous-mêmes. Mais d'un autre côté, cette loi est totalement autonomisée, évidemment, par rapport aux volontés individuelles et a fortiori aux désirs et aux impulsions de chacun d'entre nous. Elle représente l'universel dans sa pureté, et par conséquent, nous ne pouvons pas la discuter. Nous la faisons, mais nous ne pouvons pas la discuter. D'où la phrase terrible de Rousseau, que tout le monde connaît et récite, qui a son origine dans l'Évangile d'ailleurs, etc. Bon, si ceux qui ne veulent pas obéir à la loi, etc., ils seront contraints par tout le corps, ce qui est l'usage magnifique du mot corps dans ses différents sens de l'époque, ce qui ne signifie rien d'autre sinon qu'on le forcera d'être libre. Bon, alors, le cœur de la question, c'est quand même l'idée de l'adéquation, de la réversibilité parfaite. D'où le fait, je me suis abondamment servi, que le sujet et le citoyen sont les deux faces du même être ou de la même institution, et par conséquent l'égale liberté, tout ce que tu veux et tout y quantique. Bon. Mais que dit l'autre lignée, c'est-à-dire Kant plus Kelsen, plus, etc. Bon. Elle dit qu'il faut une contrainte supplémentaire. Cette contrainte supplémentaire, bon, elle dit que dans la norme juridique, il n'y a pas seulement l'aspect obligation, respecter une règle qui est légitime, juste, etc. Mais il y a la sanction. Il y a la sanction. Bon. Et cette contrainte, alors évidemment, les libéraux, Kant, Kelsen, etc., c'est des bons. Soraya pourrait nous expliquer ça mieux que je peux le faire moi-même. Si je me trompe, elle va le dire. Bon, naturellement, ils y réintroduisent aussi de l'adéquation ou de l'équilibre. C'est-à-dire que l'idée de l'état de droit, dont Kelsen dit quelque part que c'est exactement la même chose que l'idée de la force de la loi. La loi est forte, l'État est un état de droit. C'est juste assez pour comprendre, c'est juste assez de force, donc juste assez de violence, comme dirait Max Weber, pour faire respecter les obligations, mais pas plus. Mais pas plus. Donc il y a de la politique, mais il n'y a pas d'impolitique. Bon. Et alors évidemment, moi, ce que je dis, comme beaucoup d'autres et tout, bon, à coup de lecture de Benjamin, dans une certaine mesure de Carl Schmitt, bon, les sons, etc., bon, mais, et de Bataille et d'autres auteurs, et sans doute de Lacan aussi, c'est qu'une violence qui fait respecter la loi sans excès, ça n'existe pas. Ça n'existe ni dans la pratique, ni, je dirais, dans dans le complexe, c'est le cas de le dire, là, dans le complexe psychique qui assujettit les individus à l'État et à la loi. Donc, il faut que la violence de la loi soit en excès par rapport à ce qui semblerait être, comment dire, parce que Habermas nous expliquerait devoir être la bonne norme libérale. Bon. Alors, évidemment, si on veut des vérifications, entre guillemets, empiriques, on n'a que l'embarras du choix. Mais celle qui m'a toujours le plus intéressé ou m'a paru la plus frappante, c'est il y a aussi un peu de Foucault là-dedans, bon, c'est le fait que
c'est pas seulement l'existence du droit pénal, hein, ou de la pénalité, c'est le système des punitions qui est organisé de façon que l'État puisse effectivement se venger de ceux qui l'ont défié ou qui ont dérogé à ces règles. Hein. Bon. Donc je trouve très frappant que l'État, y compris l'État démocratique, hein, ou alors peut-être ça met en évidence le fait que l'expression État démocratique est une expression oxymorique. Hein, c'est une expression qui contient une contradiction interne. C'est-à-dire que si la démocratie devient un État, il y a quelque chose d'autre que du démocratique ou dont elle a besoin. Et je ne dis pas qu'on puisse s'en passer, mais on peut peut-être quand même essayer de contrôler la chose. Bon. Donc, c'est le fait que l'État ne se contente pas de corriger ou de prévenir ou de contrôler les comportements déviants, mais c'est qu'il se venge. Hein, c'est qu'il se venge en détruisant les individus, etc. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque part une correspondance, Ouais. hein, une correspondance, et laquelle, pas nécessairement déductible d'un concept, mais procédant de l'histoire, entre le fait que la violence, le monopole de la force légitime, etc., dont parle Weber et d'autres, et Kelsen en a parlé aussi, bon, et par nature excessif, hein, bon, alors de là à l'idée que, alors c'est pas les fonctionnaires de l'État qui se vengent. Hein, peut-être qu'il y a il y a sûrement quelque chose de fantasmatique dans ma description, mais le problème à mes yeux ne vient pas du fait que le chef d'État que pour être chef d'État il faut être pervers et vouloir se venger des délinquants ou de ceux qui seront désignés comme tels. C'est la structure qui génère, qui sécrète, hein, cet excès. Bon. Alors que d'autre part, dans les circonstances historiques données, qui sont fondamentalement liées à l'histoire de l'État-nation, hein, donc l'impérialisme colonial d'un côté, l'État qui est aussi impérialiste d'ailleurs des nationalités d'Europe centrale et orientale d'autre part, la violence, l'excès de violence en question en viennent à être canalisés de façon préférentielle en direction d'individus qui sont en quelque sorte toujours déjà des ennemis de l'État ou toujours déjà des délinquants, ou qu'on va pouvoir assigner à cette place-là, sûrement, bon, c'est pas une hypothèse aberrante, mais c'est pas non plus quelque chose que je pense pouvoir déduire ni du concept du surmoi, ni de l'articulation entre la fonction du surmoi et l'existence de la loi étatique. Premièrement, c'est pas l'État. Moi, justement, je suis pas d'accord avec Rancière. Enfin, bon, je ne veux pas simplifier ce que dit Rancière. J'admire beaucoup l'État de ce qu'il dit. Bon. Mais dans l'anarchisme pur, c'est-à-dire dans l'idée idéale, hein, dans l'idée qu'une communauté des égaux puisse se constituer, qui n'aurait pas vraiment besoin d'institutions, et a fortiori d'une institution qui soit formalisée par l'État, dans les conditions historiques déterminées, je pressens toujours la possibilité de fabriquer par ailleurs pour parler de l'État, justement, un monstre froid, c'est une abstraction qui se trouve être dotée du même coup de capacités destructrices et oui, extraordinaires.
Bon. D'où la formule dans le débat qu'on avait eu je ne veux pas le caricaturer, mais qui me semblait avoir entendu dans notre débat, non, le racisme, c'est pas les gens, c'est l'État qui le fabrique. Il le fabrique avec les frontières, il le fabrique avec les politiques économiques, il le fabrique avec le nationalisme, il le fabrique avec tout ce qui vient de lui. Bon. Alors moi, il me semble, mais c'est peut-être un autre genre de psychologie, que l'État ne fabrique que tout ça que dans la mesure où les citoyens, si tu veux, ou les masses, appelons-les comme ça de cette façon, investissent l'État de leurs désirs et de leurs demandes. Hein, bon. Donc, mais sans la formule que je cherche, c'est une formule qui dirait, bien sûr, ce qui est important, c'est que les bons Français s'autodésignent comme tels en exprimant d'une façon ou d'une autre leur haine des étrangers, et en particulier de ces étrangers qui sont nous, hein, ou qui sont chez nous. Qui sont chez nous, hein, ceux dont on ne peut pas dire purement et simplement, ah ben, ils sont là par hasard, ils vont repartir. Hein, bon. Mais c'est plutôt il faut que l'État les haïsse. Hein, il faut que l'État les haïsse. Il faut que notre haine soit légitimée et en même temps intensifiée et mise en œuvre par cette instance qui nous représente. Et je m'arrête. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est le fait que les situations de racisme, on parle aujourd'hui beaucoup de racisme institutionnel, de racisme systémique. Tu en parlais déjà au début des années 80, c'est présent dans ton texte. Oui, mais justement avec une formule un peu détournée, c'est avec l'expression racisme d'État. Non, tu parles de racisme institutionnel. Oui, je m'en suis servi. Oui, parce que je pense que tout racisme est institutionnel. Mais ensuite, il y a une différence fondamentale que je maintiendrai quand même, ne serait-ce que du point de vue des possibilités d'intervention politique. On peut aussi s'appuyer sur la loi, je veux dire, pour lutter contre le racisme institutionnel. Bon. Et donc, il faut faire une différence fondamentale entre des États dans lesquels le racisme est institutionnalisé comme tel, hein, et des États dans lesquels il fait l'objet d'une dénégation. Et je me demande si nous n'avons, tu as employé l'expression, hein, je me demande si nous n'avons, alors c'est sur ce cas-là que nous devons nous concentrer, c'est celui qui nous concerne le plus directement, parce que on peut identifier toutes sortes de décisions et de dispositions, même légales, dont on peut dire qu'elles sont porteuses de discrimination raciste ou raciale, etc. Et on ne peut pas dire, sauf à nier l'évidence et à s'enferrer dans un cul-de-sac, que l'État français d'aujourd'hui fonctionne en France même comme fonctionnait l'État colonial dans les colonies. C'est ce que non, mais tu vois, là, tu dis au fond, peut-être ce qui distingue le racisme institutionnel du racisme d'État, c'est que tu peux te servir de la loi de l'État contre l'État lui-même dans des cas de racisme. Il y a un livre récent qui a été écrit par Rachida Brahim, une sociologue très intéressante, dont le livre s'appelle « La race tue deux fois » et qui montre bien à quel point, y compris dans l'appareil législatif lui-même, à quel point le motif raciste dans l'exécution d'un crime est extrêmement difficile à faire valoir. J'entends bien. Ça, c'est du racisme qu'on peut dire systémique ou même institutionnel, puisqu'il nourrit le fonctionnement des institutions. C'est ce qui se passe dans la police. Hein, bon. Et que, idéalement, dans un État démocratique dont la politique officielle est antiraciste, oui, on devrait pouvoir faire jouer la loi contre l'État. Oui, mais c'est ce que j'appelais la dénégation. Oui. C'était pas pour dire ça va mieux chez nous. C'était pour dire chez nous ça doit passer, ça passe par une dénégation.
ça passe par une dénégation qui est à la fois la dénégation de l'histoire coloniale dans toutes ses dimensions et la dénégation des pratiques réelles d'aujourd'hui qui sont effectivement discriminatoires et qui ont incontestablement un contenu racial. Et tu ne traites pas la discrimination, la dénégation de la même façon que la perversion.